Allez, décroche. Putain, et ce téléphone qui va pas, là. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive encore? Mais non, j'essaie de joindre Nico. Encore un épisode de retard. T'as changé, dis donc. Oui, un peu. Tu aimes? Ouais, carrément. C'est pour ça que le numéro 12 est en retard. Et je suis pas le seul changement, tu vas voir. Je vais rien voir du tout, mon téléphone fonctionne plus, là. Justement, l'obsolescence programmée, c'est le sujet du jour. Alors balance. Ouais, ok, si tu le dis. Alors, pour l'épisode 12 des petits pois, c'est parti. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Yeah! Le générique est neuf aussi. Bien sûr. Ça valait bien un peu de retard, non? Mais carrément. Et c'est tes potes, eux? C'est ça. Je te les présente. On a l'ancien. Salut mon gars. On a Juni, le bof de service. Ben alors les petites crevures. On a Philou, le philosophe un peu fou. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne situation de petits pois. Je suis un navet. On a Shirley, l'élément féminin de la bande. Que des gars ici. J'espère qu'ils ne seront pas trop machos. Et on a Ted, le jeune de l'équipe. Ouah, le bolos! Une émission avec des petits pois. Et moi. Tiens, c'est vrai ça. Tu t'appelles comment en fait? Moi, c'est Alfred. Mais tu peux m'appeler Fred. Cool. Salut Fred. Salut les autres. Et maintenant, au boulot. Les images que nous allons utiliser aujourd'hui proviennent de Cache Investigation mise en ligne en 2015. C'est un peu vieux. Tout va trop vite de nos jours. C'est un peu vieux, mais il est bien fait, et le sujet est encore d'actualité. Vous pouvez d'ailleurs le voir en entier en cliquant en haut à droite. Mais suivez-moi dans l'univers de l'obsolescence programmée. Électroménager, télévision, ordinateur, on a tous le sentiment que nos appareils nous lâchent beaucoup plus vite qu'avant. Et si tout cela était organisé, pensé par des industriels qui veulent nous vendre toujours plus de produits et surtout beaucoup plus souvent. Bienvenue dans ce monde de consommation. Si je vous dis qu'aujourd'hui, les industriels qui fabriquent tous ces produits-là, tous ces appareils-là, en fait, programment la mort des appareils avant même de mettre les appareils en rayon. Ah, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est pas normal du tout. Oh, oui, bah, je suis pas surpris. Et ça dérange personne. Vous n'êtes pas plus surpris que ça? Non, vraiment pas. Pas surpris, pas choqué ou... Ah si, choqué. Ah moi, tant que j'ai une platine pour écouter Johnny, wouh, le reste, je m'en fous. Je suis pas trop d'accord. Aujourd'hui, on parle écologie et si on parle écologie, en fait, on jette. On recycle pas tout à fait les machines qu'on utilise aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est un coût, c'est la planète, c'est tout ça, quoi. Ah, enfin un mot pour la planète. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie marketing. Enfin, quand on voit à leur point de vue, de leur point de vue. C'est sûr qu'en termes de stratégie, c'est ce qu'il faut faire. Parce Après, pour le consommateur, c'est choquant, mais oui, c'est ça, c'est comme ça maintenant de toute façon. Bah ouais, sinon, comment je pourrais avoir mon nouvel iPhone, moi, tous les ans, pour mon anniv? Franchement, c'est la lue ici. L'obsolescence programmée, voici la nouvelle investigation de Cache. Ici, il n'y a que l'investigation qui soit nouvelle, car je suis tombé sur ça. Bienvenue à Livermore, en Californie, où l'on trouve la plus ancienne ampoule du monde. L'ampoule de la caserne de Livermore brille sans interruption depuis 1901. Pour l'anecdote, elle a déjà survécu à 2 webcams. Le filament a été inventé par Adolphe Chaillet. Il l'a conçu pour durer. Bien sûr que ça durait. Nous, à l'époque, on savait travailler. La qualité. Oui, monsieur, la qualité. Comment ce produit simple est-il devenu la première victime de l'obsolescence programmée? Noël 1924 fut très spécial. Dans une arrière-salle de Genève, plusieurs hommes en costume rayé se sont réunis pour concevoir un plan secret. Ils allaient fonder le premier cartel international. Leur but était de contrôler la production des ampoules incandescentes dans tous les pays et de se partager le gâteau du marché mondial. Ce cartel s'appelait Phébus. Phébus rassemblait les principaux fabricants d'ampoules d'Europe et des États-Unis et même des lointaines colonies d'Asie ou d'Afrique. Le but était d'échanger des licences et des brevets, de réguler la production et surtout de contrôler le consommateur.
Pour ces compagnies, c'était mieux si les consommateurs achetaient régulièrement des ampoules. Si celles-ci duraient trop longtemps, cela représentait un préjudice économique. Au début, les fabricants cherchent à produire des ampoules de longue durée. Les premières ampoules de Thomas Edison, commercialisées en 1881, avaient une durée de vie de 1500 heures. En 1924, quand le cartel Phébus fut fondé, les fabricants annonçaient déjà des durées de vie de 2500 heures et insistaient sur la longévité de leurs ampoules. Donc, chez Phébus, ils ont pensé qu'il fallait limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures. En 1925, le comité des 1000 heures est créé avec pour objectif de réduire la durée des ampoules à cette limite par des moyens techniques. 80 ans plus tard, Helmut Heuge, un historien berlinois, met au jour les activités du comité. Il a trouvé des preuves cachées parmi les notes internes des membres fondateurs du cartel. Il y avait par exemple Philips en Hollande, Osram en Allemagne ou la Compagnie des Lampes en France. Voici ce que dit ce document du cartel. La durée de vie moyenne des lampes destinées à l'éclairage général ne peut être garantie, rendue publique ou proposée seulement à condition qu'elle soit équivalente à 1000 heures. Les fabricants, sous la pression du cartel, vont alors mener des expériences pour concevoir une ampoule plus fragile et conforme à la règle des 1000 heures. Phébus faisait appliquer ces règles grâce à une bureaucratie très organisée. Ses membres étaient pénalisés si leur rapport mensuel sur les durées n'était pas aux normes. Avec la mise en place de l'obsolescence programmée, la durée des ampoules a chuté. En seulement 2 ans, elle est passée de 2500 heures à moins de 1500. C'est ironique que l'ampoule, qui a toujours symbolisé les idées et l'innovation, soit pourtant l'un des premiers et meilleurs exemples d'obsolescence programmée. Dans les décennies suivantes, des centaines de brevets de fabrication d'ampoules ont été déposés, dont une pouvant durer 100 000 heures. Aucune d'elles n'est jamais parvenue sur le marché. Officiellement, Phébus n'a jamais existé, même si cette société a laissé des traces dans le domaine public. Une théorie du complot, j'adore. Sans aller jusque-là, car je suis pas spécialiste, on peut presque dire qu'on n'a pas attendu le Made in China pour qu'on nous vende de la merde. Elle est en train de vous quitter. Vous êtes à la fois déprimé et en colère. Un sentiment de gâchis vous envahit. Une rupture, si soudaine et surtout si précoce. Alors, c'est le moment de vérité. Demandez-lui sans détour. Télévision. Pourquoi tu veux me lâcher? As-tu été programmé pour ça? Tu veux m'empêcher de regarder Cache Investigation? C'est ça? Eh mais il est perdu le Kem. Il parle à sa télé. Tais-toi un peu. Pour certaines personnes, la télé c'est la seule présence qui leur reste. Ah ouais? Et ça sert à quoi le téléphone? Non mais t'es débile ou quoi? T'inquiète, le téléphone on va en parler. Mais d'abord, la télé. Y a-t-il, dans nos appareils, un ou plusieurs composants plus fragiles, délibérément choisis par le fabricant pour écourter leur durée de vie? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. La tendance aujourd'hui dans la fabrication des appareils n'est pas de les rendre réparables. Ils sont faits pour être remplacés. Et pour ce faire, donc, il est nécessaire de créer ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de valoriser un objet ou un bien pour le vendre, et d'essayer de le ringardiser, ou en tout cas de le démodifier, à partir du moment où cet objet a été acheté. Le souci de tout agent économique, c'est de vendre un maximum, mais évidemment avec un maximum de bénéfices. Et donc, quand on est sursaturé d'objets de toutes sortes, on ne voit pas bien comment, si ces objets avaient été conçus pour durer, comment cet ensemble, ce système, lui, pourrait fonctionner. Arrêtons de jeter. Ou que le constructeur nous fasse des produits qui deviennent plus performants dans le temps. Que la durée de vie soit beaucoup plus longue. C'est pas compliqué. Même si le prix est plus élevé. Une chose est sûre, les fabricants qui la pratiquent jouent sur notre frénésie consumériste, notre insatiable besoin d'achat et de rachat. Cette dame vient faire réparer la carte électronique de son téléviseur. Ça vient d'un téléviseur. Alors là, c'est quelle marque comme télé, par contre? Samsung. C'est Samsung aussi. Voilà.
La panne principale, c'est les condensateurs. C'est les deux qui ont gonflé. Vous voyez les deux avec le point rouge. Donc, c'est comme un pneu de voiture, une fois qu'il est percé, c'est trop tard. C'est les Samsung, ça pareil. Encore une télé Samsung. Alex en est presque blasé. Donc condensateur apparemment qui a gonflé. Ah, les condensateurs. Voilà l'un des coupables. Ce cylindre tout gonflé et fendu. C'est ce qu'on appelle un chou-fleur dans le métier, un condensateur crevé. On va dire importante de ça, c'est des produits qu'on fait rentrer par paquet de 1000. De condensateurs HS. Dans les forums, ils disent qu'ils font exprès de mettre des condensateurs qui cassent rapidement pour que les télés changent. Moi j'en ai racheté une en temps. Comme quoi, le coût des condensateurs fonctionne. On va laisser les télés, on a compris. Les fabricants créent des systèmes qui jouent sur les condensateurs pour vendre plus souvent. Pour le deuxième exemple, vous l'avez compris, le téléphone. Une petite leçon d'économie? Quitte à rendre un objet irréparable, autant qu'il soit utilisé par tout le monde. Un bidule ultra grand public, un truc devenu indispensable en une décennie. Regardez, au bout de votre bras, le téléphone portable. La clé de son obsolescence, sa batterie. Ah mais trop! Il a trop raison! La batterie du mien, il me laisse toujours en yinche! C'est Apple, l'entreprise la plus cool du monde, qui a initié cette mode de la batterie intégrée à l'appareil. Avant d'appliquer la norme à son mythologique iPhone, Apple s'est fait la main sur l'iPod, le baladeur MP3 sorti en 2001. Un grand penseur a dit: acheter du Apple, c'est comme acheter une pomme à un marchand, voir le marchand la peser, puis la croquer, et nous la vendre 10 €. Ça devait être un grand homme. Ça y est, ça me revient, ça me revient, c'était Nico. En même temps, c'est pas faux, il est grand. Puis, rebelote, cette fois pour l'iPhone, lancé en 2007, dans une atmosphère hystérique. Un téléphone, Internet, tout ça dans un seul appareil, et nous l'appelons iPhone. Personne n'est parfait, la batterie n'est toujours pas remplaçable par le consommateur. Apple récidive. T'as vu, moi j'ai eu le Super Mac et tout là, tranquille, grand écran, magnifique, dernier clavier, meilleure souris vendue au marché s'il te plaît. Pour téléphoner, franchement, j'ai le dernier iPhone, hein. Franchement voilà, le dernier iPhone, hein, tranquille, voilà. Il est parfait et au cas où, écoutez de la musique, j'ai un petit iPod. Et toi t'as quoi? Bah moi j'ai un vieux PC pour être nerd. Au revoir. Cet avocat est le premier alors à dénoncer les combines de l'entreprise. Harvey Rosenfield porte la plume dans la plaie et écrit une lettre offensive à Steve Jobs. Nous vous demandons expressément de rendre public le programme de remplacement de la batterie, ainsi que son coût pour être sûr que les consommateurs ne soient pas floués. MJ formait les vendeurs des Apple Store, les boutiques de la marque. Aujourd'hui, elle dénonce les méthodes de son ancien employeur. Vous ne vous plaisiez pas là-bas? Au début, si, jusqu'à ce que je commence à poser des questions, de façon plus insistante. Et je demandais au chef et aux responsables du magasin. Et rapidement, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à avoir de réponse. C'était comme une conversation qui tournait en rond, où je disais « C'est bête qu'on ne puisse pas changer la batterie ». Et il disait « Oui, mais bon ». Et il répétait toujours les mêmes choses. C'était vraiment comme parler à un mur. Pour Kyle, le rôle de cette batterie irremplaçable est clair. La batterie est comme une horloge à l'intérieur de l'appareil qui annonce sa mort prématurée. Ça raccourcit sa durée de vie et ça fait vendre à Apple plus d'iPhone. Renverser la tendance pour moins polluer. C'est toujours la même histoire. Comme on vous le disait au début, il s'agit de diminuer ces tonnes de déchets. Voilà l'une des vraies motivations de MJ, Kyle et toute la bande. Ordinateur, écran, disque dur de toute marque, tous obsolètes. Si ta batterie est morte, change ton téléphone. Vous vous rendez compte qu'il y a à peine 10 ans, vous auriez hurlé et maintenant vous trouvez ça normal? Par exemple, regardez cet heureux consommateur. Il vient de débourser 500 $ pour la toute nouvelle tablette d'Apple. Il avait le modèle précédent, mais dommage, il l'a cassé au bout de 5 mois. Vous n'avez pas essayé de réparer l'écran?
Parce que pour le réparer, en fait, c'était 250 $. Donc... 250 $? Juste pour remplacer l'écran? Oui. Donc en fait, c'était mieux d'en acheter un nouveau plutôt que de réparer celui-là. Lui, il doit bosser dans le développement durable, c'est sûr. Pourrait-on imaginer un monde où l'obsolescence des objets ne soit pas la règle, mais l'exception? Un truc tout bête, les fabricants pourraient-ils indiquer la durée de vie des appareils sur l'étiquette? Pourraient-ils prolonger un peu plus longtemps leur existence, ou au moins nous permettre de les réparer, sans nous ruiner, histoire de polluer un peu moins la planète? Quant à nous, parviendrons-nous à être un peu moins hypnotisés par la moindre innovation technologique? Un peu moins dépendants de nos désirs d'achat frénétiques? Quelqu'un est-il en train de mettre au point une application pour répondre à toutes ces questions? Il y a encore tant de choses et tant de choses à dire sur le sujet, mais l'épisode commence à faire long. D'ailleurs, pour le recyclage, si t'as du matériel vidéo et que tu ne sais plus quoi en faire, mon adresse mail est dans les commentaires. C'est ça aussi le recyclage. Hey, pas mal comme mot de la fin. Et voilà, pour le 12e épisode, c'est fini. Si ton clavier le permet encore, tu peux commenter cette vidéo. Si ta souris a encore assez de batterie, tu peux mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Et surtout, si ton matériel est encore opérationnel, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo. Sur ce, à la prochaine. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.